Donc, Christophe Bonneuil est directeur de recherche au CNRS, au Centre de recherche historique. Il enseigne à l'EHESS à Paris, dans un master dont il nous parlera peut-être par ailleurs, puisque j'ai eu le sentiment qu'il y avait des innovations pédagogiques au sein de ce master fort intéressantes. Il s'intéresse aux transformations des relations entre milieux, qu'il qualifie de matérialité, de savoir, réflexivité et des sociétés du 19e siècle à aujourd'hui. Alors, comme vous le savez peut-être, il dirige la collection Anthropocène aux éditions du Seuil et a notamment publié Gênes, pouvoir et profit aux éditions Coué avec Thomas, Sciences, techniques et société à la découverte avec Pierre-Benoît Joly et l'événement Anthropocène, la Terre, l'histoire et nous avec Jean-Baptiste Fressoz. Il dirige actuellement la collection Anthropocène aux éditions du Seuil, mais je crois qu'il va nous parler de ces différents champs d'activité, d'enseignement et de recherche. Non, pas du tout. Ben, peut-être que vous en profiterez alors pour poser ces questions. Merci et je te cède la parole tout de suite. Oui, je n'arrive pas à faire complètement le grand gourou de l'interdisciplinarité, le grand spécialiste de l'Anthropocène dans tous ses aspects des sciences humaines et sociales. Ça me terrorise tellement le champ s'est développé, donc je ne vais pas tellement répondre à ce que tu as annoncé, mais on pourra discuter du master, on pourra discuter de choses comme ça dans la discussion. Alors pour cette présentation, j'ai gardé le titre l'historien, l'historienne et la planète, mais je vais adopter une perspective moins méthodologique que dans le sous-titre annoncé, plus m'intéresser aux perspectives si vous voulez. Alors face à la question écologique, les sciences sociales et les historiens en particulier ont longtemps été sceptiques. On était spécialistes des sociétés humaines et de leur construction culturelle changeante. On abandonnait volontiers le monde physique à nos collègues des sciences dites dures et on hurlait très vite face à toute naturalisation, à toute explication causale par des causalités biologiques ou climatiques. Et éclairés par notre fréquentation des catastrophes et des alertes excessives parfois et socialement construites toujours des siècles passés, on se méfiait des discours à tonalité apocalyptique des écolos. Ainsi, en France, l'histoire environnementale s'est structurée seulement dans les années 2000, 3 décennies après les États-Unis. Et alors que l'histoire environnementale états-unienne des années 70 ne craignait absolument pas de se lier au mouvement environnementaliste après la marée noire de Santa Barbara en 1969 ou pendant le jour de la Terre en 70, nos chers collègues français ont longtemps tenu les militants écologistes à distance. Alors qu'outre-Atlantique, de jeunes historiennes et historiens s'appuyaient sur les renouvellements de l'histoire sociale, avec Tippi Thompson, sur l'histoire des femmes, sur l'histoire des subalternes colonisés, l'histoire par en bas, ces jeunes historiennes et historiens américains essayaient de faire rentrer dans les récits historiens ce qu'ils voyaient comme un nouveau groupe de dominés, un nouveau groupe de mise au silence, les animaux, les végétaux, les rivières, la terre, etc., etc. En France, il a fallu attendre un peu plus longtemps pour voir ces perspectives se développer fortement. Il a fallu les sciences du système Terre, il a fallu l'ultra-certitude du réchauffement global, il a fallu le concept d'anthropocène, la massification des ravages et des protestations écologiques, disons depuis les années 2010, pour nous réveiller en tant que communauté historienne. Il apparaissait alors, avec ce concept d'anthropocène, que plus qu'une crise, une simple crise environnementale, fût-elle globale, mais qu'on pourrait gérer par un bon coup de développement durable ou une bonne transition en quelques décennies, grâce, sous la houlette d'élites politiques et économiques enfin éclairées par la science, ce qui nous arrive, ce qui nous arrivait, ce qui est devant nous, c'est un basculement géologique. Un basculement d'époque qui nous appelle à redéfinir en profondeur, tant au plan symbolique, culturel, nos représentations, qu'au plan matériel, les attachements qui nous relient aux autres, humains et plus qu'humains, à une terre qui se dérobe et se soulève. Alors je vais me demander avec vous aujourd'hui ce que peut l'histoire dans ce basculement planétaire en cours, à quoi la recherche environnementale peut-elle s'atteler, à quoi elle peut bien servir. C'est pas forcément évident.
puisqu'on entend souvent que le dérèglement écologique et climatique est inédit, y compris dans les géopolitiques, les souffrances et les violences qu'il engendre. On entend souvent que la conscience environnementale globale est radicalement nouvelle, qu'avant, on ne se rendait pas compte de ce qu'on faisait. Et on entend souvent que nous sommes tous dans le même bateau, qu'il faut regarder devant et nous retrousser tous ensemble les manches, plutôt que de se disputer de façon mesquine sur les responsabilités du passé. Donc la légitimité de l'histoire et des historiennes et historiens là-dedans n'est pas gagnée d'avance, donc je vais essayer d'avancer quelques points. Alors le premier point, c'est sur le choc des temporalités. C'est-à-dire qu'il nous faut mesurer à quel point cette notion d'anthropocène est une provocation pour la communauté historienne. C'est-à-dire nous, historiens, qui étions habitués à nos petites compartimentations, antiquité, médiévale, époque moderne, époque contemporaine, d'un coup, on a des géologues, des scientifiques du système Terre qui nous amènent une nouvelle époque géologique qui serait une nouvelle période historique pour nous. Et je vous promets qu'avant que l'Anthropocène soit une 5e période canonique au programme de l'agrégation d'histoire, on va attendre encore quelques années. C'est un vrai challenge qui nous est fait par rapport à nos découpages habituels. Et puis, surtout, comme Dipesh Chakrabarty l'avait suggéré dans un article dès 2009, la notion d'Anthropocène et les bouleversements actuels abolit la coupure temporelle entre le temps court de l'histoire, qui se joue sur quelques décennies, quelques siècles, quand on fait de l'histoire longue, et le temps long de la géologie terrestre. Jusqu'à présent, on apprenait en géologie que tous les facteurs qui agissent sur l'évolution de l'histoire de la Terre, c'est la variation de l'activité solaire, l'orbite de la Terre, la tectonique des plaques, les volcanismes, tout un ensemble de choses sur lesquelles les humains ne jouent aucun rôle. Et inversement, en histoire et en sciences sociales en général, on avait le dogme durkheimien selon lequel un fait social ne peut être expliqué que par un autre fait social. Si on invoque un paramètre biologique ou climatique pour expliquer un changement social, on est un petit peu hors la loi du paradigme dominant des sciences sociales du XXe siècle. Et donc c'est ça qui se retrouve ébranlé par cette percussion entre le temps de la Terre et le temps de l'histoire. On s'aperçoit que les humains agissent sur le temps de la Terre, et on s'aperçoit que les basculements géologiques en cours changent notre géopolitique, changent notre éco-anxiété, changent toute une série de choses, changent nos vies, parfois de façon violente si on pense aux réfugiés climatiques, ça change la façon dont on lutte, etc. etc. Alors, vous le savez, il y a le paradigme de la modernité industrielle, comme Philippe Descola l'avait montré, séparait radicalement société et nature sur un plan ontologique. Il y a d'un côté les êtres dotés, humains et non humains sont dotés de la même matérialité, mais ne sont pas dotés de la même intériorité. Nous sommes des sujets actifs, conscients, avec des fins, tandis que les autres êtres partagent les mêmes molécules que nous, mais ne sont pas des sujets dotés d'une intériorité du même type. Donc ça, c'est une coupure ontologique de la modernité industrielle. Au-delà de cette coupure qui a été pointée par Descola, on peut pointer 4 coupures entre nature et société dans notre culture de la modernité industrielle. La deuxième, c'est une coupure épistémologique. Au XIXe siècle, les sciences humaines se séparent, s'institutionnalisent dans des départements universitaires, le dogme durkheimien arrive un peu plus tard, etc. Et en final, on a 2 domaines d'explication séparés pour les sciences biophysiques et pour les sciences sociales, chacun dans son département, et les moutons seront bien gardés. On n'invoque pas les mêmes types de causalité dans les 2 domaines. Et puis il y a 2 autres coupures, une qui est temporelle, l'idée que il y a le temps court de l'histoire et le temps long de la Terre, c'est ce dont on parlait à l'instant.
Et la quatrième, donc en plus des coupures ontologiques, épistémologiques et temporelles, une quatrième coupure qui est moins connue et que je trouve intéressante, c'est ce que Sloterdijk a appelé un grand partage cinétique. C'est-à-dire que l'homme moderne s'est mis à se représenter la terre, la nature comme étant immobile, statique, bougeant très peu, très lentement. Alors la géologie, c'est hyper lent, l'aïeul, les causes extrêmement lentes qui transforment, qui font monter les montagnes. Darwin, l'évolution, ça prend quand même un certain temps. Tout ça, ça n'a rien à voir avec la façon rapide dont nous, les sociétés, sommes capables d'innover, d'évoluer, de transformer. Et ça se fait parce qu'on domine la nature. Alors, je vous ai mis la citation du discours de Sarkozy à Dakar. Ce que je trouve intéressant dans cette citation, c'est que on retrouve cette coupure cinétique. En gros, pourquoi il y a un retard de l'homme africain, c'est qu'il est resté hors de l'histoire dynamique des humains modernes et il est resté empêtré dans la fixité de la nature, immobile au milieu d'un ordre immuable. Et c'est ça qui justifie cette coupure, cette hiérarchie. Donc cette coupure, on la retrouve au XIXe siècle, par exemple, chez un auteur clé de la géologie, Lyell, il dit « L'humain n'est qu'un moustique sur les processus géologiques ». Ce n'est pas une cause qu'on a besoin d'étudier. Et inversement, Michelet nous dit « La nature ne change pas, nous on change, on la domine chaque jour, on progresse. » Et donc, c'est là que se crée la coupure entre les humains qui sont capables de s'arracher à la nature, la dominer et bouger, et les humains qui restent un peu statiques et qu'on va avoir le droit de coloniser. Donc il y a une dimension coloniale dans ce grand partage cinétique dans le contexte d'expansion coloniale du XIXe siècle. Alors, que se passe-t-il aujourd'hui? Est-ce que vraiment on va plus vite que la Terre? Ou est-ce qu'on n'est pas plutôt dans une situation où la Terre se transforme, sa biophysique, son climat, sa diversité, plus vite que notre capacité à changer nos représentations, à réduire nos impacts ou à nous adapter, à mettre en place des formes de justice environnementale qui permettent de répondre à la bonne échelle temporelle à ce qui est en train de nous arriver. Nos milieux de vie changent parfois plus vite que nos croyances, nos institutions socio-économiques, et que on a des élites qui restent encore accrochées au vieux monde, comme on le voit sur cette image. On préfère peut-être réprimer, criminaliser les mobilisations que d'enclencher une mobilisation. Donc on a une situation où finalement l'immobile a changé de camp. C'est nous, la société, qui sommes immobiles et c'est la Terre qui va plus vite que nous. Donc c'est un peu le paradoxe qui nous est posé par l'accélération des règlements écologiques en cours, et ça a des effets assez profonds sur la façon dont, en sciences sociales et humaines, on peut penser les temporalités. Alors, je passe au deuxième point, qui est que le basculement actuel nous enjoint également de repeupler, rematérialiser, réécologiser nos récits historiens, nos récits des sciences sociales, au-delà de la seule agentivité humaine. Donc, en rupture avec le paradigme durkheimien des sciences sociales. C'est ce que fait l'histoire environnementale depuis une quarantaine d'années. C'est des tendances qu'on observe autour des humanités environnementales, des anthropologies plus qu'humaines. Enfin, c'est un tournant de ces dernières décennies. Du côté de l'histoire, on peut évoquer le livre Evolutionary History de Russell, qui s'intéresse à la coévolution des méthodes de lutte contre les bioagresseurs en agriculture et l'évolution des insectes qui mutent et résistent aux pesticides et qui enclenchent une sorte de course de type reine rouge entre les solutions techniques, chimiques employées pour la protection des cultures et l'évolution des populations d'insectes. Et il nous dit, finalement, il faut étudier ça avec un modèle de coévolution entre des pratiques humaines socio-techniques et des populations non humaines, et il propose une sorte de cadre intégratif pour étudier cette dynamique. Et puis,
On pourrait citer également le livre de Timothy Mitchell, Carbone Démocratie, qui a tenté de repenser l'histoire des démocraties occidentales, l'histoire des rapports de force sociopolitiques entre monde du travail et capital ou élite économique, en réintroduisant la question de l'énergie. Est-ce que ça change quelque chose quand on passe du charbon au pétrole? Est-ce que ça modifie les capacités de blocage de l'économie? Est-ce que ça change les rapports de force? Est-ce que l'État, sa thèse, c'est que l'État-providence du début du XXe siècle, dont l'apogée au milieu du XXe siècle, est une conquête qui est largement due à la capacité de blocage des ouvriers du charbon, des cheminots, et qu'avec le pétrole, éventuellement, on aurait une dégradation. Alors la thèse est fortement discutée, mais ce que je retiens, c'est l'ambition. L'ambition, c'est de repenser nos fonctionnements démocratiques, nos arrangements politiques, en réintroduisant autre chose que du social au sens strict, et en regardant comment les dispositifs énergétiques et les sources d'énergie peuvent devenir déterminants dans des rapports sociaux. En France, alors il y a toute une école sur les métabolismes sociaux écologiques. J'ai fait le choix de pas trop en parler, de pas présenter les méthodos. Je pense que beaucoup de gens connaissent ça. Un très très gros centre à Vienne, l'Institute of Social Ecology. En France, les travaux de Sabine Barle, déjà depuis 20 ans. Enfin, on a vraiment toute une école qui s'intéresse au rôle des flux de matière et d'énergie dans les dynamiques sociales, pour le dire de façon très simple. Et à une échelle plus internationale, il y a eu depuis 15 ans, autour notamment des travaux de Andreas Malm et Jason Moore et d'autres, un marxisme qui s'est écologisé et une sorte de rematérialisation des théories des systèmes-mondes de Immanuel Wallerstein, où on étudie les différentes phases du capitalisme, la notion d'échange inégal, en prenant en compte les flux de matière, en regardant la dimension écologique de ces échanges inégaux. Est-ce qu'il y a des échanges écologiquement inégaux dans le commerce international à différents moments? C'est toute la question de la répartition spatiale des bienfaits et des méfaits environnementaux, des dettes écologique. Ce genre de travaux-là, je développe pas plus. Plus profondément, ça pose la question de qui est l'auteur du monde. Aussi bien la métaphysique de la production qui a été analysée par Baptiste Morisot que celle de la conservation, de la protection de la nature, sont deux phases d'une même métaphysique qui ne voit que l'humain comme auteur du monde. On est probablement en train de s'apercevoir que pour rendre le monde habitable, pour répondre aux dérèglements auxquels on fait face, il faudra plus que notre bonne volonté. Il y a d'autres êtres humains qui participent à entretenir, à réparer, à réguler les fonctionnements planétaire, et nous ne sommes qu'un élément dans cette grande symphonie, et ça a des effets de déplacement des perspectives en sciences sociales autour des anthropologies multi-espèces, autour de ça féconde également l'histoire environnementale, et finalement cette idée que la Terre n'est pas un bien commun des humains, mais une constellation de communs interspécifiques. Ça va re-questionner toute la théorie des communs d'Elinor Ostrom. Qu'est-ce qui se passe si on la sort du solipsisme, du social au sens strict, et ça pose plein de nouvelles questions pour les sciences humaines et sociales. Ça pose aussi la question de comment on pense la conflictualité sociale. Chez Latour, par exemple, autant ses premiers travaux étaient très iréniques, le but c'était de refaire la paix avec la nature dans Politique de la nature en 1999, et dans ses derniers travaux, au contraire, il soulignait la conflictualité. L'idée qu'il y a une sorte de classe mondiale qui ne veut plus partager la même terre que nous, qu'il y a une sorte de lutte des classes géologiques qui se joue. Et ce qui est intéressant dans cette perspective où on regarde des conflits sociaux, c'est que ce qui se joue, c'est pas uniquement des batailles entre humains et nature ou entre groupes d'humains,
Mais à chaque fois, ce sont des agencements un peu hybrides dans lesquels vous avez des acteurs humains, des êtres non humains qui font partie d'une coalition, et des objets, des machines. La tour oppose les terrestres et les modernes. Hein. Je ne sais pas si vous voyez, bon, mettons les modernes qui envahissent l'Amazonie pour la déforester, faire de l'agriculture industrielle qui va alimenter le marché mondial. Bah, ces modernes-là, ce n'est pas juste des humains liés à des marchés financiers, des matières premières, etc. C'est aussi des alliances ou des enrôlements d'un soja OGM breveté et qui participe, qui est un outil qui participe à la déforestation. Et c'est aussi des techniques particulières, ça peut être, je ne sais pas, l'herbicide de Monsanto, le glyphosate, ou des éléments comme ça. Et c'est cet arrangement-là qui combine des outils, des non-humains et des humains, qui a une efficace environnementale et qui peut se retrouver en conflit, en bataille pour l'usage des terres, avec ce qu'il a appelé les terrestres, qui ne sont pas non plus que des sauvages ou que des êtres naturels, mais ça peut être, si on regarde chez nous à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, des êtres humains qui bricolent des éoliennes en bois, qui font de l'agroécologie, qui s'intéressent au sol vivant. Et dans cet assemblage-là, il y a de l'humain, du non-humain et des instruments ou des machines. Donc voilà, de repenser les conflits sociaux en ajoutant les alliances qui sont faites par les acteurs humains et qui font que ce qui s'oppose dans une bataille sociale, c'est une coalition hybride un peu plus compliquée que ça. Ah oui, j'ai oublié le troisième point. Alors, c'est hyper intéressant de repeupler nos récits, de donner une agentivité aux êtres non humains, à la matière, à l'énergie, etc. Mais c'est sans pour autant revenir au vieux déterminisme, hein, selon laquelle le climat tempéré fait des races civilisées, alors que les climats tropicaux font des sauvages. On ne va pas revenir à ce genre d'explication. Ce n'est pas le changement climatique qui est à l'origine de la guerre civile en Syrie. C'est un des paramètres parmi tout un ensemble de causalités sociales, politiques beaucoup plus complexes. Hein, il ne s'agit pas de renaturaliser toutes les explications du social. Il ne s'agit pas de jeter avec l'eau du bain, en même temps qu'on jette le paradigme durkheimien selon lequel on explique un fait social que par un fait social. Il ne s'agit pas de jeter avec l'eau du bain tous les éléments positifs de la fonction critique des sciences sociales depuis la fin du 19e siècle, la capacité à dénaturaliser des dominations, les dominations de race, qu'on mesurait des crânes fin 19e pour légitimer des hiérarchies de race. Heureusement qu'il y a une anthropologie culturelle qui a émergé pour lutter contre ça. Non, il ne s'agit pas de... Voilà. Parfois, on peut avoir l'impression que les nouvelles philosophies du vivant perdraient tous les acquis de la sociologie bourdieusienne. Non, je ne pense pas qu'il faut faire ce clivage comme ça. Je pense qu'il y a des intégrations possibles. Vous savez, il y a eu des débats ces derniers mois. Je ne reviens pas là-dessus. Hein. Donc, évidemment qu'on réintroduit des paramètres biophysiques dans nos explications du social, mais on le fait d'une façon prudente, non déterministe, non naturalisante et en prenant en compte la complexité des systèmes sociaux. Du coup, vous avez compris avec ce troisième point que j'en arrive au stade de ma présentation où, après s'être laissé affecter, après avoir transformé nos paradigmes et nos méthodes, les historiens commencent à donner des leçons, à dire ah mais on va peut-être pas se laisser dominer par des normes, des façons d'expliquer les choses des sciences dures, et notamment c'est des choses qu'on avait fait avec Jean-Baptiste Fressos dans l'événement Anthropocène. On avait fait un travail d'analyse critique. On accueillait l'Anthropocène comme concept, comme donnée, comme alerte, comme toute une série de perspectives intéressantes. Mais en même temps, il est accompagné dans les institutions internationales, dans des arènes, dans les médias, d'un discours dominant selon lequel je stylise, mais je ne caricature pas. Nous, l'espèce humaine, avons depuis 2 siècles inconsciemment altéré le système Terre jusqu'à le faire changer de trajectoire écologique. Puis vers la fin du XXe siècle, une poignée de scientifiques nous aurait enfin fait prendre conscience du danger et aurait pour mission de guider une humanité égarée sur la mauvaise pente. Alors il y a vraiment 3 gros problèmes dans ce grand récit dominant. Le premier, c'est ce nous indifférencié de l'anthropos,
Est-ce que c'est l'humanité tout entière? Est-ce qu'il ne faut pas différencier des rapports de race, de classe, de genre pour expliquer tout ça? Est-ce qu'il n'y a pas 90 entreprises qui, à elles seules, expliquent les 2/3 des émissions de gaz à effet de serre depuis 150 ans? Donc on connaît leur adresse, c'est des gens précis, c'est pas l'humanité. Bon, tout ça, c'est des débats qui ont lieu depuis 10-15 ans. Je ne développe pas. Les deux autres points, ça consiste à penser qu'on serait conscient des problèmes environnementaux planétaires que depuis qu'il y a le GIEC, les satellites, la supermodélisation, la COP21, et qu'avant, finalement, on a commencé à dérégler la planète sans s'en apercevoir. On était un peu inconscient, on n'était pas très doué, on était moins fort qu'aujourd'hui. On avait moins de connaissances. Il y a cette idée qu'avant, on était moins bon, on était moins conscient, on était un peu dans le noir. Les sociétés du passé étaient un peu dans l'obscurité et nous, on est dans la lumière. Et du coup, on a déjà fait le premier pas, on y est presque à la transition, puisque déjà on a pris conscience. Vous voyez, il y a un récit de ce type-là qui pose beaucoup de problèmes. D'abord, il est faux. La notion d'anthropocène, on peut la retrouver chez Buffon en 1777. La face entière de la Terre porte aujourd'hui l'empreinte de l'homme. Il y a des théories du changement climatique global à cause de la déforestation dès la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Il y a la notion des cycles globaux de l'eau que vous voyez. Ça marche ça? Non, j'arrive pas. Les cycles globaux de l'eau, ça c'est dans un traité du XVIIe siècle. Il y a tout un livre sur l'histoire des alertes et des débats et des réflexivités climatiques depuis Christophe Colomb, de Jean-Baptiste Fressoz et Fabien Locher. Je passe rapidement parce que j'en ai beaucoup parlé depuis 10 ans. Voilà, il y a la notion d'équilibre de la Terre très fragile. Ça, c'est un traité sur les pollutions de 1784. Paf, si vous coupez avec le ciseau à droite, la Terre tombe. Il y a cette notion de l'environnement, enfin de la Terre comme quelque chose, comme un système global fragile en équilibre avec diverses forces. On n'a pas attendu ni la théorie de Gaïa, ni les sciences du système Terre pour avoir des formes de réflexivité sur les fonctionnements globaux et les fragilités de la Terre conçue comme un tout. Soit une grosse machine, soit un animal, enfin toute forme de métaphore qui permettait de penser ce tout. Tout ça, ça arrive à la conclusion que c'est pas dans l'inconscience des problèmes environnementaux qu'on s'est engagé sur le modèle industriel qui est à l'origine de notre sortie de l'Holocène, c'est les yeux ouverts à une époque, fin 18e, 19e siècle, où il y a énormément de savoirs de type environnementaux et de type hygiène sanitaire, le néo-hippocratisme, qui lance toute une série d'alertes sur les dégâts, les accidents, les pollutions causées par le nouvel âge industriel. Donc on n'est pas rentré les yeux fermés dans les problèmes planétaires, on est rentré les yeux ouverts. Et ça, ce que ça veut dire, c'est que il y a eu plein d'alertes, il y a eu plein de savoirs, il y a eu plein de controverses, et les sociétés du passé n'étaient pas des ignorantes. Elles étaient traversées par des conflits, il y a eu des batailles qu'il faut étudier. La bonne façon de couper la modernité en deux, comme Latour essaye de faire, les modernes, etc. C'est pas avant une modernité inconsciente et aujourd'hui une modernité enfin consciente qui va bientôt transitionner. C'est à l'intérieur de chaque période de regarder précisément les propositions, les alertes, les savoirs, les controverses, les batailles. Bon. Dernier point critique, je passe rapidement, l'idée que ça serait des scientifiques qui vont sauver la planète, que la société civile n'est pas du tout invoquée dans les dizaines de publis standard des grandes revues scientifiques sur l'Anthropocène entre 2000 et 2018. On a l'impression que les villes en transition, les ZAD, les mouvements anti-extractivistes, ça n'existe pas. Il n'y a pas de prise de conscience dans les sociétés civiles hors du monde scientifique. Et il n'y a que les scientifiques qui nous guident, qui nous éclairent sur ce qui est en train de se passer et pourquoi on doit changer de trajectoire. Alors, peut-être je ne sais pas si je vais arriver à faire les deux derniers points, je vais en faire un. Le premier, c'est pourquoi je vous dis tout ça? Pourquoi je critique l'idée que c'est nouveau, que ce n'est pas nouveau qu'on a des réflexivités environnementales? C'est pas juste pour c'est pas nouveau, le discours classique des historiens. C'est pour essayer de proposer une autre façon de concevoir l'histoire longue des savoirs, des débats, des discours sur ce qu'on appelle aujourd'hui l'environnement global. On a défini 6 grammaires avec Jean-Baptiste Fressoz il y a 10 ans, maintenant j'en ai 9. C'est des répertoires par lesquels les sociétés humaines
font intervenir des êtres et des processus non humains. Pourquoi ça? Des êtres et des processus non humains dans la façon dont elles réfléchissent à elles-mêmes et à leur devenir. Ce que j'appelle réflexivité. Et la plupart de ces 9 réflexivités, on les trouve au XVIe siècle. On en trouve 7 ou 8 au XVIe siècle. On ne trouve pas énergétique parce que le concept d'énergie il apparaît au XIXe siècle, donc ça serait anachronique de le projeter sur le XVIe siècle. Mais pour les autres, on les trouve à peu près à tous les siècles. Il y a un grand débat sur le déluge. Est-ce que c'est un phénomène global au XVIe siècle qui amène à poser la question que nous, aujourd'hui, on appelle des changements globaux, mais en passant par la théologie naturelle, la notion de péché. Est-ce que l'action humaine et le péché peut transformer l'état de la planète? Vous voyez que c'est pas un rapport du GIEC. Hein, c'est historiquement situé dans la théologie chrétienne de l'époque. Mais pourtant, c'est une façon de penser l'évolution de la planète en coévolution avec celle de l'humain, puisque après le péché, il y a la descente, hein, je ne sais plus comment on dit, où il y a une commensurabilité entre la fragilité de la vie humaine et la fragilité de la Terre qui est pensée par ces discussions-là. Bon. Ce que j'ai essayé de définir, c'est le concept de régime de planétarité. C'est la façon dont ce que j'ai appelé les réflexivités en bas à gauche, les façons de penser le devenir des sociétés en invoquant des paramètres plus qu'humains, comment ces réflexivités, ces savoirs, ces alertes, ces discours sont en interaction à chaque époque avec l'état de la planète. Évidemment que quand il y a des phénomènes El Niño et des dizaines de millions de morts fin 19e, on se pose des questions nouvelles dans les sciences sur les taches solaires, etc. Il y a des débats à ce moment-là. Donc l'état matériel de la planète joue sur le type de savoir que les scientifiques vont se poser. Également, les savoirs se constituent en contexte avec des dispositifs politiques, des dispositifs économiques. Par exemple la colonisation au XIXe siècle. Finalement, les savoirs vont participer à dire qu'est-ce que c'est que le bon usage de la planète, quels sont ses fonctionnements normaux ou alors trop perturbés. Voilà, tout ça, c'est des choses qu'on peut étudier sur le temps long des 5 derniers siècles. Alors à quoi ça nous sert de faire ça? Ça nous sert par exemple à s'apercevoir que dès 1900, il y a beaucoup de débats sur la différence entre la Terre et Mars. Mars, c'est une planète sèche. Elle est tellement sèche que les Martiens sont en train de construire des canals pour essayer de survivre. Et donc, en discutant de ce qui se passe sur Mars, on peut discuter de l'avenir de la société industrielle quand il n'y aura pas de charbon, etc. Voilà, on utilise un détour par une autre planète. De même qu'aujourd'hui, on compare l'atmosphère de Mars et l'atmosphère de la Terre quand on parle de l'effet de serre. On passe par cette réflexivité plus que terrienne, cosmique, pour discuter de l'avenir de l'humanité. Et on se retrouve avec de très très fortes alertes à la fin du 19e siècle sur la surexploitation du globe, sur les débuts de l'effet de serre, sur les limites des ressources en bois, en charbon. On en aura pour combien de temps? Est-ce que c'est pour 100 ans ou pour plus longtemps que ça? La surexploitation des lianes à caoutchouc, du gutta-percha, des scandales que ça joue autour de ça. Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on n'a pas bifurqué à ce moment-là? Et on s'est dit, ah bah tiens, on va commencer à faire la transition. Parce qu'à l'époque, tout est surdéterminé par une culture coloniale dans laquelle l'homme blanc considère qu'au nom de sa science, il détient la bonne façon d'utiliser la planète. Et alors l'auteur Pierre Clerget, quand il écrit L'exploitation du globe, il dit certes, devant les conséquences de l'abus, le civilisé, c'est-à-dire nous, on prend conscience et on s'améliore. On invente le conservationnisme. On arrête d'exploiter les lianes naturelles et on invente la plantation. La plantation, en 1900, c'est le modèle de développement durable. C'est le modèle par lequel l'homme blanc se construit sa certitude d'avoir le droit à exploiter toute la planète et à coloniser les autres peuples. Donc, quelque part, ce petit détour par le passé peut aussi nous poser des questions sur est-ce qu'aujourd'hui, certaines formes de discours globaux sur comment on devrait gérer la planète, organiser la transition à l'échelle planétaire, créer des marchés du carbone, que sais-je, est-ce qu'on n'a pas encore des rapports de force, des relations encore un petit peu héritées du colonialisme, des dominations qui peuvent se jouer autour de ces discours globaux sur l'environnement et comment on peut y être un peu vigilant.
Merci.